OK, bon, on continue avec la période de questions. On a fini tantôt avec... j'ai fini avec des concepts, là, j'aimerais avoir un autre éclaircissement, Daniel. On a vu que j'ai l'impression qu'un concept, c'est pas suffisant pour considérer ça comme une attaque psychique, mais s'il y a une fusion de concepts, c'est suffisant pour renverser le surmoi, puis activer ton système locomoteur juste pour au point de faire un acting out. C'est-tu une explication qui expliquerait un peu? C'est que le concept, chez l'être humain, l'agglomération d'idées, n'est pas dangereuse. Quand l'être humain finit par attacher une importance exagérée à une agglomération d'idées, donc à un concept, cela devient de la foi. Lorsque l'individu attache une importance exagérée à sa foi, il devient fanatique. Tu peux avoir la foi en Dieu, comme la foi en un parti, comme la foi en une idéologie. Lorsque tu deviens fanatique, tu es facilement manipulable par tout l'égrégore qui est similaire à ton concept ou à ta foi. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, toi, tu attaches une importance exagérée à ta foi, qui, elle, est une attache importance exagérée, disons, à des concepts, qui sont des agglomérations d'idées. Hein? Ça va loin, ça va creux. Quand tu es rendu à être fanatique, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est que les énergies extérieures de l'astral finissent, te manipulent tout le temps, sont toujours en relation avec toi, vont simplement venir nourrir le concept qui te rend fanatique, ta foi, le nourrir avec les propres idéologies de l'astral. Et toi, tu as toujours comme base dans tes agissements ce concept-là, ta foi, auquel tu attaches de l'importance. Alors, ce qui fait que si c'est Dieu, tu veux tout faire au nom de Dieu, tu es fanatique. Et tu es même prêt à tuer ceux qui sont contre Dieu. C'est ce que c'est un fanatique. Alors, lentement, l'astral vient mettre des petites informations dans ton concept de Dieu. Et toi, tu n'agis que par rapport à ce concept-là. Alors, lentement, ton Dieu est transformé à ton insu par l'astral extérieur. Donc, là, tu as un début d'attaque psychique de l'extérieur, donc de l'astral extérieur. Et lentement, ton Dieu te donne des ordres que normalement, à l'origine, il n'aurait pas donné. Parce que ton Dieu est lentement transformé pour devenir un Dieu noir. Et toi, tu vas donc exécuter les ordres du Dieu noir-là, que tu crois toujours être le Dieu blanc, que tu as connu et auquel tu t'es attaché jusqu'à devenir fanatique. Alors, l'idée, c'est que si je te dis tu dois, par exemple, en temps de guerre, je donne un exemple, là, tu dois tuer les ennemis et tu vas te battre et tu tues les ennemis. Si tu reviens et qu'on est en temps de paix depuis 2 jours, quand tu vas voir un ennemi, c'est toujours un ennemi. Tu peux le tuer pareil. Et regarde la majorité de ceux une grande partie de ceux qui reviennent soit du Vietnam ou soit ceux qui ont fait la guerre, la deuxième grande guerre, un grand nombre ont continué par après à se battre. Soit qu'ils se sont engagés dans des troupes de guérilleras, soit qu'ils sont restés dans l'armée pour entraîner des nouvelles recrues, donc continuer à garder l'atmosphère du combat, toujours dans le but de tuer des ennemis, soit qu'ils sont devenus des criminels ou des justiciers. Alors, en fin de compte, le concept ennemi, lentement, est transformé par l'astral de l'extérieur pour que l'ennemi soit aussi tous ceux qui ont une couleur différente de la tienne. Pour que l'ennemi soit tous ceux qui ne veulent pas tuer les ennemis. Donc, tu peux les tuer ceux-là avec. Pour que l'ennemi soit tous ceux qui n'arrêtent pas de bouger quand tu donnes une sommation. En fin de compte, tu tires, pour te rendre compte que c'était des civils de... Bon, pas grave, la guerre, c'est la guerre. En fin de compte, tu sais, ton concept d'ennemi finit par être... tu peux tuer n'importe qui. Tu es religieux, tu as un Dieu, Dieu te dit... Vends tout ce que tu as, donne-moi-le, puis suis-moi. Alors tu vends tout ce que tu as, tu le donnes à celui qui est enguirlandé, puis tu le suis. Tu crois suivre Dieu, qui est un concept de la psychologie astrale, mais disons d'un astral spirituel, donc hautement élevé. Lentement, tu ne fais que suivre lui, et c'est le problème quand un individu ne doute pas, quand un individu remet toute sa confiance en quelque chose. Le mot du problème, c'est que quelque chose est périssable. Il n'y a pas une seule affaire dans la tête de l'homme qui n'est pas périssable, qui n'est pas transformable, qui n'est pas changeante. D'ailleurs, c'est le problème de la douleur, de la souffrance et du malheur humain. C'est que l'homme s'attache à quelque chose qui se transforme.
Et l'idée qu'il a, lui, ne bouge pas aussi vite, alors ce qui fait que la chose se transforme, t'es malheureux parce qu'elle n'est plus comme tu voulais. T'attachant à un Dieu ou à n'importe quelle idéologie, même si elle est bonne dans le départ, si tu ne la remets jamais en question, si tu ne doutes jamais cette idéologie-là ou ce concept-là ou cette vision-là, ben lentement, cette vision-là se transforme. Et toi, tu es toujours assujetti à la vision, à Dieu. Dieu te dit aime, tu aimes. Dieu te dit aime plus, tu aimes plus. Dieu te dit aime encore plus, tu aimes encore plus. Dieu te dit ceux qui aiment pas sont pas corrects. Alors aime. Dieu te dit ceux qui aiment pas sont pas corrects, puis aime encore plus. Puis Dieu te dit ceux qui aiment pas sont pas corrects, puis reste plus qu'eux autres, puis continue à aimer. Puis Dieu te dit ceux qui aiment pas sont pas corrects, puis tape dessus, puis prouve-leur qu'il faut qu'ils aiment, puis continue à aimer. Puis Dieu te dit ceux qui aiment pas, tue-les, puis toi continue à aimer. C'est le même Dieu qui te dit ça. Le Dieu dans l'astral a été lentement transformé à ton insu, puis tu as toujours continué à suivre ce Dieu-là, puis lentement, tu es devenu un gars assujetti à une attaque psychique, tu es complètement manipulé par les forces noires, puis tu deviens un individu qui tenait un instrument de destruction et d'involution. Et tu ne l'as jamais su. C'est pas le concept qui est le problème, c'est l'importance que tu attaches à ce foutu concept-là. Puis une religion, c'est un concept, puis Dieu, c'est un concept. Puis l'importance que tu attaches à ça va déterminer ton affinité. Alors quand tu découvres la manipulation, dans, disons, l'exemple de ceux qui se conscientisent un peu plus à l'énergie supramentale, à la réalité, quand tu découvres les choses dans le genre, ça devient des concepts tant que tu ne vis pas, tant que chaque cellule de ton corps ne le vit pas, et ce qui est le cas pour les individus. Alors donc, c'est un concept qui a une certaine importance et qui peut amener à certains résultats qui sont corrects. Mais si tu attaches une importance à ce concept-là, tu es encore assujetti au même titre que n'importe quel fanatique à être manipulé et à être atteint d'une attaque psychique. Donc, l'importance que tu attaches au concept devient un peu comme un paratonnerre qui t'attire la foudre de l'astral. Tout le temps. Tout le temps. On ne doit pas attacher d'importance à rien, mais on doit être intelligent. Qu'est-ce qui attache de l'importance? Pas l'intelligence. Attacher de l'importance, ça veut dire croire qu'une chose est importante, donc, disons, croire qu'une chose est vraie, et d'espérer que c'est ça. Alors, c'est important, mon verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il me rassure. Parce qu'il m'amène des choses que je considère comme étant importantes. Je crois que je dois être en sécurité. J'attache de l'importance. L'intelligence n'attache pas d'importance. As-tu besoin d'eau? Oui. As-tu besoin d'eau? Non. Il va y avoir une réaction. Mais toi, tu attaches d'importance à l'eau. Que tu aies soif ou non, tu en conserves de l'eau. Puis que les autres aient soif ou non, tu gardes ton eau. Tu attaches de l'importance à l'eau. Tu attaches de l'importance à ce que les autres n'attachent pas d'importance à l'eau. Au cas qu'un jour tu n'aies plus d'eau, que tu aies soif, qu'on t'en donne. Bon. Ça, c'est la psychologie normale de l'homme. La psychologie attache de l'importance. Si j'attache de l'importance à rien, est-ce que ça va vouloir dire que je mange plus? Que je me lave plus? Que mes enfants, c'est plus important. Vos enfants, c'est pas important parce que c'est pas vos enfants, premièrement. Mais être intelligent, c'est ne pas attacher d'importance, c'est de voir l'intelligence d'une action. Alors, je continue donc à manger. Parce que je sais que c'est important pour mon corps physique que je mange. C'est pas important la psychologie. La psychologie, elle mange pas le steak, elle mange pas la tarte au sucre avec la crème glacée puis chauffée, là, tu sais. Elle mange pas ça de la psychologie. Mais c'est elle qui la commande au restaurant, ma psychologie. Même si c'est pas elle qui la mange, la tarte au sucre. Pour elle, c'est important, le stimuli gustatif. Mais pas dans une réalité intelligente, c'est pas important. L'intelligence va déterminer les choses bonnes pour ton corps physique qui sont importantes, en ce sens que si ton corps physique ne les a pas, il meurt. Ta psychologie, si elle ne l'a pas, elle ne meurt pas. Elle est brimée. Et étant brimée, elle attache de l'importance au fait de l'avoir. Bon, l'intelligence n'attache pas d'importance. La psychologie attache de l'importance. C'est important d'être bien habillé, c'est important ce que le monde pense de nous autres, c'est important ce que Dieu pense de moi, puis tu regarderas que ce que Dieu pense de toi, c'est ce que tu veux bien penser de toi, et tu décides que c'est Dieu qui le pense pour toi. Mais en réalité, Dieu, tu t'en balances, c'est toi qui le décides. Alors, si Dieu te dit « je t'aime », toi tu dis « non, tu peux pas m'aimer, tout ce que j'ai fait, tu peux pas m'aimer ». Bon, Dieu m'aime pas. Alors, si Dieu m'aime pas, tu vas à la confesse pour que Dieu t'aime. Mais c'est tout toi qui détermine, jamais Dieu. Tu veux rien savoir de lui. Tu veux simplement qu'il exécute ce que tu as à faire, ce que tu penses, ce que tu veux qu'il fasse. L'importance, vois-tu, si tu en as dans rien, tu deviens plus efficace. Pas si tu attaches de l'importance à ce qu'il n'y ait plus d'importance. Si
tu attaches de l'importance à ce qui a plus d'importance, ça reste psychologique, c'est pas intelligent. Là, tu mangeras plus. Là, tu t'habilleras plus. Là, tu te laveras plus. Là, tu vas laisser tomber ta famille ou tes enfants. Là, tu vas tout laisser tomber. C'est plus important. Et tu deviens encore une fois sujet aux attaques psychiques. Parce que c'est plus important, mais à un moment donné, tu vas maudire ton corps parce qu'il a besoin de repos puis il a besoin de nourriture. C'est pas important, mais à un moment donné, tu vas maudire tous ceux qui trouvent que tu peux. Puis c'est jamais important, mais tu vas maudire le gouvernement qui ne te donne pas plus que 200$ par mois pour vivre. Puis même si c'est pas important, tu vas maudire tout le monde parce qu'en fin de compte, c'est important, mais tu refuses de voir l'importance de la chose, ce qui fait que tu te révoltes encore, puis tu t'en vas encore vers l'attaque psychique. Alors, ça revient toujours aux mêmes choses. Si tu as à te révolter, révolte-toi sur ce qu'il faut te révolter, pas sur l'extérieur. L'extérieur n'a rien à faire avec ton involution. C'est pas parce que d'un verre d'eau pure, d'un verre d'eau sale, tu prends le verre d'eau sale que tu dois maudire l'eau sale. Le verre d'eau pure, il est là. C'est pas à faute à l'eau sale si tu prends l'eau sale. Son but n'est pas d'être ingurgité par toi puis de t'empoisonner. Mais toi, tu as choisi celle-là. Alors de vouloir détruire toutes les eaux sales sur la terre, même les eaux sales qui servent à nourrir des oiseaux, à nourrir des poissons, ben, c'est d'aller encore avec les forces du mal. Pas que les forces du bien partout. On passe une question ici. Attends un petit peu, j'ai de la misère à lire le début. En tout cas, quelqu'un qui subit une attaque psychique, d'où vient cette attaque? Bon, l'attaque psychique vient toujours de l'extérieur de l'homme, elle vient toujours d'un égrégore, d'un astral planétaire ou sociétaire. Lorsqu'un individu pense à quelque chose, cela est enregistré dans l'astral, c'est-à-dire que toute la matière enregistre, l'air enregistre, même toute une cassette. Et plus il y a d'individus qui pensent à des choses similaires, plus les vibrations des choses enregistrées vont s'agglomérer ensemble par affinité vibratoire, par amour. Tout ce qui est semblable s'attire. Et après quelques millions d'années, ou après quelques millions d'individus, ça crée une espèce d'égrégore monstrueusement grand, très puissant, qui se promène au gré du vent. Il y a des vents astraux, il y a des vents qui sont planétaires, qui sont matériels, l'air. L'astral se promène aussi selon le vent, l'air. Quelqu'un qui reste dans un courant d'air où il y a une bataille va subir les attaques de l'astral de cette bataille. Quelqu'un qui reste en ligne avec les courants qui montent du sud l'hiver de l'île de Montréal vont subir des retombées karmiques de l'île de Montréal. Le vent transporte l'astral. L'idée, l'égrégore conçu par les individus qui pensent à la même chose, se promène. Il vient à un moment donné où un individu quelque part sur la Terre pense la même chose. Et en pensant la même chose, il crée, comme tout à l'heure tu disais, une espèce de paratonnerre ou une antenne qui fait qu'en vibration, il attire à lui l'égrégore. Plus il y croit, plus il y pense, plus il devient fanatique, plus il va attirer de l'égrégore, ou plus il va attirer le gros égrégore, au lieu d'attirer juste des parcelles de l'égrégore. C'est d'ailleurs pourquoi le Nazaréen a dit que là où deux ou plusieurs d'entre vous se réuniraient, je serai parmi eux. La mémoire du passage de Jésus de Nazareth, ou de Jésus le Nazaréen pour être plus précis, va être attirée par un individu ou une collectivité d'individus qui vont penser, qui vont augmenter leur taux vibratoire de façon à attirer l'égrégore du Nazaréen, qui, elle, est bonne. Alors donc, l'égrégore du Nazaréen venant donc à travers tout le monde, le Nazaréen, pas en réalité comme il est rendu présentement, en réalité comme il était il y a 2000 ans, se trouve à être présent chez les individus, à la condition que les individus vibrent une énergie similaire au Nazaréen. Pour l'individu qui est totalement égoïste, comme la majorité des réunions de sous-sol d'église, où tout le monde va là pour leur chapeau, puis tout le monde se parle l'un dans le dos de l'autre quand l'autre n'est pas là. J'ai déjà été voir ce que ça donnait les liturgies dans une église pendant quelques mois pour me rendre compte qu'effectivement tout le monde saillit, tout le monde se parle l'un contre l'autre, puis tout le monde essaie d'organiser la messe pour les fidèles. Là, le Nazaréen, l'égrégore, ne vient pas. L'individu qui inconsciemment pense à quelque chose, que ce soit au Nazaréen ou à n'importe quelle autre foutue affaire, il attire à lui une parcelle de l'égrégore. Si le vent amène l'égrégore dans sa région et que l'individu est dans un état à le recevoir, alors automatiquement, l'énergie de l'égrégore vient entourer l'individu. Et si l'individu est pas assez fort, donc l'individu... Qu'est-ce qu'un individu qui est pas assez fort? Il y a deux ordres. Un individu qui est totalement sûr de lui est totalement faible.
peut se faire ramasser par n'importe quoi, et un individu qui n'est assujetti qu'à sa psychologie, qui n'a même pas d'entité mentale qui commence à vivre en lui. Au Québec, les entités mentales sont suffisamment puissantes. L'individu qui est sûr de lui, c'est un individu qui est presque perdu. Alors toi, tu es sûr de toi, tu es sûr que c'est bon. L'égrégore qui vient te ramasser, c'est-à-dire qui vient autour de toi parce que tu l'appelles, cet égrégore-là pénètre en toi, et comme tu es sûr que tes concepts sont bons, l'égrégore transforme le concept, étant sûr que le concept est bon, ne voyant pas sa transformation, vous êtes automatiquement un instrument de l'égrégore. Alors, qu'est-ce qui manipule? Qu'est-ce que l'attaque psychique? L'individu qui, à un moment donné, est intelligent, il comprend certaines choses, et il commence à asservir son mental et ses connaissances pour pouvoir exprimer sa psychologie astrale. Comme tout à l'heure, on expliquait, tu te mets en colère en te servant de certains mots. Moi, je suis contacté, puis c'est pas un stupide dans ton genre, ou même si tu le penses dans ta tête, c'est pas un stupide dans son genre qui va venir me décider ce que j'ai à faire, comme me manipuler. Oh ben là, moi, l'astral, là, il est sous mon dos, puis là, il va finir par s'en aller. C'est un paquet de choses dans le genre qui, comme tel, ne mènent à rien. Ces choses-là font que tu exprimes une forme de vibration. Et cette forme de vibration-là, elle est noire. Et elle attire donc un astral extrêmement subtil, un astral supramental ou mental, dépendant de l'état d'évolution de l'individu, qui vient lentement transformer ces choses à lui, parce qu'il est en relation directe avec, parce qu'il émet des formes d'énergie similaires, et entre énergies pareilles, les communications télépathiques ou astrales se font très bien. Mais à l'insu de l'individu. Alors lentement, l'individu devient une espèce d'objet au sein d'un immense égrégore construit par 1 million d'individus qui n'ont pas compris, et l'individu finit par agir selon les lois mêmes de l'astral, donc comme un frein pour empêcher la destruction ou la purification de l'astral. Autrement dit, c'est un frein d'évolution. Or, l'attaque psychique banale, celle qui vient de temps en temps, vient toujours d'une forme pensée grégorienne extérieure qui est attirée par ton attitude. Et ton attitude détermine, évidemment, ton expressivité. Et l'expressivité est enregistrée dans ta mémoire propre. Donc, elle émet des vibrations qui continuent à attirer les égrégores. Donc, lentement, tu t'en vas lentement, justement, vers une attaque psychique, qui peut être localisée de courte durée ou qui peut être extrêmement longue. Or, l'attaque psychique vient toujours de l'extérieur, mais évidemment, l'individu se met en relation avec un égrégore noir qui peut lui permettre d'être attaqué. Autrement dit, l'individu détermine lui-même qu'il sera attaqué. Et c'est pourquoi je vous en parle. C'est pas que vous allez empêcher un égrégore de venir vous posséder. C'est juste que si vous ne l'attirez pas, il ne vient pas. Et si vous l'attirez, il vient, que vous le vouliez ou non. Quelqu'un qui attire Satan se disant qu'une fois que Satan sera là, j'aurai juste à lui remettre un gâteau au chocolat puis il s'en ira. Non, si Satan se déplace pour vous, il s'attend à trouver des choses. Il va se passer de quoi? À moins que vous soyez ce que vous n'êtes pas. Alors, automatiquement, l'individu qui émet donc des pensées, consciemment ou inconsciemment, émet des formes d'énergie qui amènent à lui des énergies similaires. L'attaque vient de là. Quel moyen prendre pour venir en aide à une personne qui commence à avoir des attaques psychiques? Premièrement, le premier moyen, c'est de bien comprendre conscience que ça ne nous regarde pas. On n'a pas personne à sauver et on ne doit pas nous-mêmes tomber dans un plan d'attaque. Ce que je pourrais dire, la meilleure chose à faire pour un individu, c'est évidemment au mental de celui qui pose la question ou de ceux qui pourraient se le poser, de déterminer les possibilités de compréhension de l'individu. Mais une chose qui est sûre, c'est que si vous connaissez l'individu, il n'y a à peu près rien à faire. Alors, dans ce temps-là, vous lui faites prendre connaissance de ce qui a déjà été écrit ou dit sur les attaques psychiques. Et puis, c'est à lui de se démerder. Il n'y a rien à faire. L'individu qui, prenons un exemple, l'individu qui a raison et qui veut convertir la Terre, ben c'est pas toi qui as tort qui va venir lui expliquer qu'il a tort. Tu as tort par rapport à lui, lui il a raison. Et si tu veux lui expliquer quoi que ce soit, et surtout les individus qui se connaissent, plus l'être humain se connaît, moins il peut communiquer. C'est d'ailleurs pourquoi souvent, moi, je refuse de rencontrer des individus en particulier, parce que si je les rencontre en particulier, non seulement ils ne peuvent pas comprendre, ou ils croient comprendre, mais après, en conférence, ils ne peuvent plus rien comprendre. Et en particulier non plus.
Plus l'être humain se connaît, moins il est soumis à s'aider et moins il peut s'entraider, moins il peut s'expliquer des choses. C'est extrêmement compliqué parce que les êtres humains qui se connaissent les failles l'un de l'autre et l'orgueil que chaque être humain a en lui s'arrange toujours pour s'excuser par rapport à ce que l'autre a comme détresse, comme faille. Alors tu viens me voir, tu veux m'expliquer que moi je fais quelque chose de pas correct et moi je vais te répondre que premièrement, toi t'es pas bien mieux que moi. Ou encore, je vais simplement dire, ah oui, mais il n'est pas aussi haut que je pensais, parce que quand j'ai touché la main, j'ai pas été électrocuté. Alors, ce qui fait que qu'est-ce que j'ai à recevoir de lui? Bon, alors moins on se connaît, mieux c'est. Un individu que vous connaissez, soit que vous lui passez une cassette de la conférence de ce soir, s'il est dans un état où ce qu'il pourrait peut-être avoir une idée qu'une attaque psychique, ça existe, ou encore, pas grand-chose à faire, absolument rien à faire. L'important, c'est que vous ne vous embarquez pas dans des phénomènes vous amenant à être sujet à une attaque psychique. Et le fait de vouloir aider un individu qui est soumis à une attaque psychique peut facilement vous envoyer dans un état qui pourrait, là aussi, vous admettre dans le clan des attaqués. Et ça, c'est très subtil à percevoir, très subtil à comprendre. Il y a certains individus qui ont la parole. Ils ont la parole pendant un certain temps parce qu'ils ont ou ils sont obligés de communiquer. Donc, ils ont donc la possibilité de transmettre et d'aider. Les autres individus n'ont que comme fonction le fait de s'aider eux-mêmes, surtout. Vous allez vous entraider lorsque vos énergies vont être résonantes ou vous allez pouvoir communiquer l'un envers l'autre d'une façon intelligente. Mais vous ne pouvez à peu près pas rien faire pour un individu qui n'a pas des énergies en résonance avec les vôtres. Vous rabaisser à se mettre en résonance avec les siennes, ce ne sera pas l'aider, ce sera risqué d'être assujetti aux siennes. Je veux t'expliquer quelque chose, je veux t'expliquer que tu fais quelque chose de pas correct. Tu comprends pas. Au bout d'une heure, je t'embourre, ce que vous savez, grosse colère, je te traite d'un paquet de bêtises, tu comprends rien, tu veux rien savoir, puis tout ce que je voulais pas dire, ben là, je le dis. Alors, je me suis rabaissé au niveau de l'autre, puis je me suis fait enguirlander par les énergies du niveau de l'autre. Pas de l'autre, mais les énergies égrégoriennes qui le manipulent, je me mets à son niveau, me faire ramasser par ça aussi. Il n'y a pas beaucoup d'individus qui peuvent se rabaisser sans rien risquer. Et les quelques individus qui peuvent le faire en se rabaissant augmentent le niveau de l'autre. Il n'y en a pas beaucoup, et les individus de la masse ne sont pas de ceux-là. Occupez-vous de vous. Et si tout le monde fait ça, il n'y a personne qui va pouvoir être assujetti à des attaques psychiques. Les énergies égrégoriennes de la collectivité vont être trop hautes. Évidemment, je le dis pour rien, parce que le monde s'occupe quand même des bébelles des autres. Le monde prend plaisir à s'occuper des affaires des autres, parce qu'en s'occupant des affaires des autres, ils peuvent se donner l'impression qu'ils comprennent. J'arrive à t'expliquer ton problème. Donc, je sais que je suis évolué et j'ai une impression, même si je me le dis pas en parole, ça flatte mon ego, qui, évidemment, se rend compte qu'il est évolué et qu'il comprend. Alors, automatiquement, je vais faire des conférences, même si je n'ai pas de job, j'ai pas de mission à faire ou j'ai aucune utilité à faire des conférences. Je veux parler, je veux faire des consultations ou, banalement, je veux simplement aider d'autres individus. Ça flatte mon ego parce que ça me permet de voir que j'apprends. Puis vous remarquerez que tous les individus, mais même vous autres, regardez donc les conseils que vous donnez, puis regardez bien que quand vous êtes mal pris, comme les individus qui sont venus vous voir à l'époque où vous leur avez donné ces conseils-là, ben si ces maudits individus-là reviennent vous voir puis vous redonnent les conseils que vous leur avez donnés, vous allez voir que c'est frustrant maudit, puis que c'est pas pareil, c'est pas le même cas, puis tu comprends pas, puis bref, ça sert à rien. Parce que les conseils qu'on donne, on peut pas rien faire avec, sauf flatter notre ego avec. Alors, ce qui fait que occupez-vous donc de vous autres beaucoup plus que d'essayer de vous occuper des autres. Et l'individu qui est en début d'attaque psychique, achetez un livre sur les attaques psychiques, faites-lui le lire, achetez-lui la conférence. S'il n'écoute pas, ça ne change rien. Vous autres, occupez-vous de vos pénates, puis faites attention en maudit en voulant aider quelqu'un pour ne pas vous ramasser dans son jeu. Les professeurs qui veulent expliquer à un étudiant qui devrait plus se battre avec ses camarades. Si l'étudiant ne comprend pas, le professeur il crie en maudit. Hein? Il fait ce que l'étudiant fait. Hein? Les parents qui veulent faire comprendre de quoi aux têtes de nilotte que sont leurs enfants.
quand ça marche pas, les parents deviennent les enfants, puis ils crient en maudit. Regardez bien ce que ça donne, puis vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus d'intérêt à augmenter votre taux vibratoire pour que lentement, par résultat, pas parce que vous le recherchez, par résultat obligatoire que ça augmente celui de l'autre, que d'essayer d'aller lui parler, vous autres, pour le faire augmenter le sien. Ça ne marchera pas. Pour qu'il vous comprenne, vous allez devoir descendre. 2 descendus en bas, vous ne pouvez plus parler comme vous voulez. Vous êtes rendu en bas. Ne pouvant plus parler comme vous voulez, vous n'augmentez pas les siennes, et vous vous faites embarquer par les siennes. Alors, je répète ce processus, bien important à saisir. Si vous ne le saisissez pas, vous ferez ce que vous voudrez. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de comprendre ceux qui peuvent comprendre, sinon expérimenter. Vous allez simplement finir à la longue par comprendre, j'imagine. Mais moi, je veux t'expliquer quelque chose, je suis calme. Toi, tu es un pétard de nerfs, tu es en train d'arracher tous les rideaux dans la maison. Tu cries parce que tu as encore une contravention sur ton char. Alors moi, je veux t'expliquer calmement que tu ne devrais pas, parce que ça fait 15 contraventions ce mois-ci, tu sais que tu ne devrais pas le mettre là, puis là, tu repars que c'est des estitis, puis on va être d'or, puis c'est des chiens, puis patati patata, puis que bon. Là, j'essaye encore, puis à un moment donné, ben pour que tu comprennes, je dois rabaisser mon taux vibratoire pour me mettre à ton niveau. Dans mon taux vibratoire, j'ai tout ce qu'il faut pour lui expliquer. J'abaisse mon taux pour qu'il comprenne, puis quand je suis rendu au même niveau que lui, j'ai plus les mots pour y expliquer. Fait que je peux pas l'aider. Mais là, je peux me faire ramasser en tabarouette par la même énergie que lui. Fait que là, m'en finir par l'engueuler, que c'est un mot de niaiseux, qui veut rien comprendre, puis c'est bien beau, il y a rien qu'à payer ses contraventions. Bon. Mais j'ai pas pu lui expliquer, parce que j'ai rabaissé mes vibrations pour être en résonance avec toi, et toute l'énergie que j'avais pour te faire comprendre, je ne l'ai plus. Il y a quelques rares individus, ceux-là sont obligés de parler ou d'agir dans le public. C'est bien important. Alors, pensez-vous pas comme ça, qui peuvent baisser leur taux vibratoire au niveau de la communication sans le baisser au niveau de leur état. Et ceux-là vont donc être capables, par l'énergie de leur état, de monter l'autre et par l'énergie résonante de la parole, de pouvoir faire comprendre l'autre. Mais l'autre ne peut comprendre s'il n'a pas la vibration de comprendre, et la vibration de comprendre vient de l'individu qui est en vibration. Et vous autres, vous baissez votre vibration pour communiquer, il ne peut pas comprendre, il ne peut qu'entendre. Et si vous gardez votre vibration et votre communication se met à son niveau, il entend et la vibration fait qu'il comprend. Donc, il augmente son taux vibratoire. Alors, ce qui fait qu'occupez-vous donc de vos oignons. L'oignon fait la force, mais occupez-vous de vos oignons. J'ai déjà été dans un groupe spirituel et j'ai eu de la difficulté à m'en sortir. On me disait que si j'en sortais de ce groupe, je deviendrais légume. Bref, après, j'en suis sorti avec l'aide de rêves, une personne qui m'a aidé à interpréter mes rêves. Cela a été très pénible, mais heureuse d'en être sortie. Est-ce que j'ai subi une attaque psychique à ce moment-là? Bon, non. Vous étiez manipulé par l'astral de la secte ou de l'école spirituelle, manipulé aussi par l'astral collectif qui pousse les individus à avoir peur et à rechercher la sécurité dans des compréhensions ou dans des délectations spirituelles ou ésotériques. Donc, assujetti à l'astral collectif normal. Avoir voulu être fanatique, à moins évidemment qu'à un moment donné vous avez été fanatique, là vous étiez en train de subir une attaque psychique qui aurait pu dégénérer en immense conflit, dépendant si vous êtes devenu fanatique ou non. Le fait d'avoir eu de la difficulté à s'en sortir, non, ça change absolument rien, c'est encore une étape normale de l'astral qui ne veut pas sortir parce qu'il a peur, parce qu'il est culpabilisé. D'ailleurs, tous les phénomènes psychologiques mettent des menaces. Hein? Alors, si tu ne fais pas comme on veut, tu vas aller en enfer, le petit Jésus va être malheureux, on donne ça aux enfants, tu vas devenir un légume. De toute façon, dans l'évolution, si vous devenez un légume, soyez content, le végétarisme, c'est ce qu'il y a de mieux. Et plus on se rapproche des légumes, mieux c'est. Mais disons qu'on peut en rire maintenant. Mais c'est sûr que si vous avez peur de devenir une espèce d'imbécile, une lavette, un légume dans le sens psychologique humain, c'est extrêmement pénible et compliqué pour l'individu de pouvoir s'en sortir. Le danger, ce n'est pas à l'intérieur de ça tellement. Une fois qu'on en est sorti de cette secte ou de cette chose spirituelle, est-ce qu'on se met en branle pour détruire tout ce qui est spirituel dans le genre? Là, on est en train d'être manipulé par une attaque psychique. Est-ce qu'on se met en branle pour convaincre tous ceux qui sont dans des choses similaires de débarquer de là que c'est pas bon?
Mais je parle pas juste parler, faire des conférences, je parle d'obliger les autres de comprendre. Mais là, on est encore assujetti à une attaque psychique. C'est surtout là qui est le danger. Le fait d'être dans une secte ou d'être dans n'importe quoi, c'est pas mauvais. C'est une étape qui paraît un frein pour ceux qui découvrent comment ils ont été stagnants dans cette étape-là. Mais ils ne se rendent pas compte non plus que cette stagnation a été le tremplin. Ne comprenant pas le fait justement que ce qui t'a ralenti a été le tremplin pour t'envoyer dans un état de compréhension, tu veux détruire le tremplin. Et voulant détruire le tremplin, tu fais partie des phénomènes d'évolution, car tu empêches tous ceux qui sont dessus de pouvoir comprendre et tu empêches tous ceux qui sont en dessous de pouvoir y accéder. Et là, tu es assujetti aux attaques psychiques. L'attaque psychique, c'est toujours lorsqu'un individu veut détruire le manipulateur, sans comprendre que le manipulateur n'a d'effet sur lui que ce que lui accepte du manipulateur. Si je vous dis levez-vous, puis vous décidez de rester assis, vous n'êtes pas manipulé. Si je vous dis levez-vous, vous décidez de rester assis pour ne pas être manipulé, vous êtes manipulé. Et si je dis levez-vous et vous vous levez, vous êtes manipulé. Si je dis levez-vous, puis ça vous tente de vous lever, mais pas parce que je l'ai dit, ou pour un paquet de raisons, vous n'êtes pas manipulé. Alors, ce qui fait que réellement, c'est pas dans votre expressivité par rapport à l'extérieur ou à une photographie qu'on voit un individu manipulé ou non. C'est parce qu'il se passe en dedans. Comme tout à l'heure, j'expliquais, tu m'engueules pour aller chercher l'épicerie. Si c'est intelligent d'y aller, j'y vais, je suis pas manipulé. Si c'est stupide d'y aller, j'y vais pas, je suis pas manipulé non plus. Si je vais pas parce que je veux pas être manipulé, je suis manipulé. Si je vais parce que tu cries, je suis manipulé. L'attaque psychique, elle vient toujours lorsqu'un individu veut se révolter, se rébeller contre le manipulateur extérieur, et non pas contre les choses en lui qui le mettent en relation avec le manipulateur. Le professeur vous manipule si vous êtes à l'école. Comment peut-on entrer en contact avec l'ajusteur psychologique? Tous les individus sont en contact avec l'ajusteur psychologique, qui peut être appelé ange gardien, disons dans la religion conventionnelle. Maintenant, on a différentes phases d'ajusteurs psychologiques, donc différents anges gardiens ou différents ajusteurs psychologiques. Entrer en contact avec, ça veut simplement dire, pour le meilleur moyen, évidemment, d'entrer en contact avec, c'est l'observation psychologique, c'est-à-dire que vous vivez quelque chose et vous cessez de vouloir l'exprimer, vous ne faites qu'observer ce qui s'exprime en vous. Ça, on l'a expliqué lors de peut-être 15 ou 20 ou 30 ou 40 conférences antérieures. Alors, je ne vais pas trop y revenir dessus. Maintenant, l'ajusteur psychologique, c'est assez simple. Vous voulez faire quelque chose et vous essayez d'intellectualiser ou encore de donner une raison à votre acte. Si vous essayez de donner une raison à un acte psychologique, est-ce que je dois lui donner un cadeau? Est-ce que je dois me mettre en colère? C'est-à-dire que vous venez pour vous mettre en colère, puis là, il y a quelque chose qui se passe en vous, c'est que vous êtes sur un pivot. Colère, pas colère. Vous êtes en contact avec votre ajusteur psychologique. Maintenant, la pratique de la communication avec l'ajusteur psychologique fait qu'à un moment donné, vous êtes en colère, et lui vous met en relation avec votre mental qui vous permet une observation, et la colère disparaît. Ça encore, on l'a vu souvent. Alors, ce qui fait que l'ajusteur psychologique, c'est quelque chose qui est continuellement en contact avec votre propre psyché, avec votre psychologie. L'ajusteur psychologique, c'est simplement une forme d'énergie qui est générée par l'astral mental et le mental astral. Autrement dit, par le mental coloré par votre psychologie, le mental qui dit « oui, c'est bon » et qui est coloré par l'astral qui dit « oui, mais j'aime pas ça ». Celui-là fait partie de l'ajusteur psychologique. Et lui peut, à un moment donné, vous mettre en relation directe avec votre mental qui va trancher. T'aimes pas ça, mais c'est bon, fait que tu le fais. Alors ça, c'est votre ajusteur psychologique, que plusieurs individus, des fois, vont prendre pour l'ajusteur de pensée. Mais l'ajusteur de pensée a une autre fonction. Fonction beaucoup plus évolutive qu'expressive. L'ajusteur psychologique, elle a une fonction beaucoup plus expressive qu'évolutive, c'est-à-dire qu'elle est évolutive, ça va de soi, mais elle va surtout raisonner l'expressivité, c'est-à-dire ce que tu vas faire dans l'action, ce que tu vas dire, ce que tu vas faire comme événement, comme action. Bon. Alors, l'ajusteur psychologique, il existe, tout le monde là. C'est votre conscience, disons, psychologique, qui pourrait être partagée entre le Satan, le petit démon rouge avec la fourche, et puis le petit ange de l'autre côté qui vient essayer de peser le pour et le contre.
Disons que là, on prend des exemples religieux, mais l'ajusteur psychologique a toujours été l'apanage de l'homme depuis que l'homme depuis que l'homme psychologique a essayé de connaître, c'est-à-dire, disons, depuis la deuxième décadence humaine avec la race adamique, ce qu'on appelle Adam et Ève dans la Bible. L'homme a toujours eu un ajusteur psychologique, mais pas l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée est arrivé après le passage des Nazaréens. Alors, ce qui fait que toutes les fois que vous avez un doute en vous, et le doute, cultiver le doute, c'est cultiver la relation avec l'ajusteur psychologique. Et ça, c'est important. Toutes les fois que vous avez un doute en vous, vous êtes immédiatement en relation avec votre ajusteur psychologique. Et lui va essayer de vous mettre la psychologie, l'homme psychologique, la psyché de l'homme, donc l'astral de l'homme. L'ajusteur psychologique va essayer de le mettre en relation avec le mental, votre intellect, qui lui va décider ce qui est bon ou pas bon. Et après ça, évidemment, il ne dépendra que de l'homme psychologique qui est vous, de déterminer s'il écoute sa propre psychologie ou s'il écoute l'intelligence du mental. Alors, je viens pour frapper mon enfant parce qu'il y a eu seulement 80 en moyenne générale dans son bulletin, sachant très bien que moi j'avais 45 ou 50. Mais vu que depuis qu'il va à l'école, je lui dis que moi j'avais des bulletins, je n'étais pas mis de classe tout le temps, je finis par croire ça. Alors, ce qui fait par rapport au fait que j'étais toujours premier de classe, lui est un pied. Et je viens pour le frapper, puis en même temps, il y a quelque chose qui me dit, ouais, mais t'étais premier de classe dans ceux qui étaient en arrière. Puis là, tu hésites. Tu es en relation avec ton ajusteur psychologique, qui lui te met en relation avec ton mental. Et si tu écoutes, si tu laisses le temps, tu vas avoir une réponse. Après ça, ce sera à l'homme psychologique, parce que l'homme n'est pas encore mental, à l'homme psychologique de déterminer, bon, ok, c'est vrai, ça a bien de l'allure, je vais taper, l'orgueil vient énormément nuire à la relation entre l'ajusteur psychologique, évidemment, et l'homme psychologique. Parce que si tu es en train de venir pour frapper, d'un coup tu changes d'idée, ben tu perds la face. Alors l'orgueil vient extrêmement nuire à la relation. Douter, c'est extrêmement salutaire. Douter, ce n'est pas renier quelque chose, c'est simplement le mettre en veilleuse pour l'observer. Douter continuellement, ça veut dire être en relation avec l'ajusteur psychologique continuellement. Et ce que je viens de dire là, ça peut être faux. Fait qu'il faut douter. Quelle différence y a-t-il entre l'ajusteur de pensée qui censure les attaques psychiques et notre guide spirituel qui nous aide à garder le juste milieu dans tous les événements de notre vie? Bon, l'ajusteur de pensée, comme je viens de le dire, ne censure pas les attaques psychiques, c'est-à-dire qu'il a un rôle à jouer chez un individu qui est suffisamment évolué. Mais l'ajusteur de pensée qui est en relation avec ceux qui seraient en relation avec un ajusteur de pensée est un ajusteur de pensée collectif et non pas un ajusteur de pensée personnalisé. L'attaque psychique elle-même elle ne peut être contrôlée que par l'ajusteur psychologique, surtout. Pourquoi? Parce que l'ajusteur psychologique, avant de vous faire exprimer quelque chose qui va être enregistré par l'astral, donc qui va finir par ternir vos vibrations, pour attirer un égrégore similaire à vos vibrations décadentes, l'ajusteur psychologique va déterminer votre expressivité. Si votre ego, si votre orgueil le laisse parler et accrédite l'énergie de l'intelligence du mental. Le guide spirituel, c'est un autre handicap pour l'homme. Le guide spirituel, s'il veut dire l'ajusteur psychologique, il n'y a pas de problème. Si le guide spirituel est de toute façon, en donnant un nom comme guide spirituel, on personnalise trop souvent des énergies qui ne sont pas personnalisées, donc qui ne sont pas une entité, et on lui donne une forme, donc on le crée dans l'astral, ce qui devient un être qui peut nous avoir royalement au détour du chemin à un moment donné. Alors, le guide spirituel, qu'est-ce qu'on entend par guide spirituel? Si c'est une mémoire d'un être humain qui a vécu et qui est encore dans l'astral hautement spirituel et qui est en affinité avec vos vibrations, alors doutez énormément de tout ce qu'il va dire. Et encore là, le guide spirituel doit faire partie du même contingent psychologique que toutes vos maudites mémoires astrales qui peuvent venir vous nuire. Autrement dit, le guide vous dit, fais quelque chose. L'ajusteur psychologique va te mettre en contact avec l'énergie mentale où tu vas vérifier si ce que le guide spirituel te demande, ça a de l'allure ou non. Même si c'est n'importe quel foutu guide spirituel le plus hautement coté par la population, hein, on regarde certains livres bleus qui se vendent sur le marché où il y a une panoplie de guides spirituels, ou on regarde différents mouvements ésotériques au Québec
qui s'approprient les mêmes guides spirituels. Et ces guides-là ont donc un égrégore construit dans l'astral par une collectivité qui croit à ces guides-là. Et le guide avec lequel vous allez parler peut vous aider énormément jusqu'au jour où il peut vous tuer. Et il n'y a aucun guide intelligent, de toute façon, qui n'aura pas comme mission le fait de vous aider jusqu'à temps qu'il va vous nuire. Parce que, s'il vous aide, il devra vous nuire. Très ésotérique, très facilement compréhensible. Je t'aide. À un moment donné, je t'année, je veux voir s'il est stupide ou bien non s'il a compris. Fait que là, je te nuis, ça marche pas. Il a compris, il est intelligent. Je te nuis, ça marche. Pas de fait. Moi, je m'en vais. Puis toutes les cochonneries astrales, ils vont venir continuer par faire le job, puis ils vont tenir jusqu'en bas. Les guides spirituels, là, trustez-les pas. L'énergie supramentale non plus d'ailleurs. L'homme, c'est lui, puis c'est à lui de déterminer. L'homme mental. Alors, le guide spirituel qui nous aide à garder le juste milieu. Ben, le juste milieu, sachez bien que le juste milieu, c'est un phénomène typique de la psychologie de l'homme. L'énergie mentale n'admet pas de juste milieu. Il y a ou il n'y a pas. Tu essaies ou tu n'essaies pas. C'est bon ou c'est mauvais. Il n'y a pas de juste milieu. La voie du juste milieu que Gautama, Bouddha, enseignait s'adressait à des individus qui avaient une étape psychologique d'un certain niveau et qui n'avaient presque pas de faculté mentale. Ne croyez pas que la voie du juste milieu s'adresse aux hommes d'aujourd'hui. Ah non, absolument pas. Elle a permis à des êtres humains de se construire pour pouvoir avoir une descendance qui est la vôtre. Alors, partez pas au même départ qu'eux autres pour essayer d'évoluer plus qu'eux autres. Partez en haut. La voie du juste milieu, c'est bon pour la psychologie de l'homme. Et le guide qui nous amène à la voie du juste milieu, ben, raison de plus pour pas le truster. La diplomatie, c'est une chose qui est permise par le mental et par l'astral. Moi, je sais qu'une chose est mauvaise. Toi, tu en prends, ça te regarde. Le fait d'être extrémiste ne veut pas dire de convaincre tout le monde. Là encore, on se rapproche de l'attaque psychique. Moi, je n'en veux pas. En prends-en donc juste une, puis moi, j'en veux pas. Pourquoi? Parce que ça me donne des rougeurs, puis je vomis. Ah, la personne qui peut t'offrir une cigarette dans son salon t'en offrira plus. Parfait, c'est réglé. Mais pas parce que c'est mauvais pour la santé, puis tu devrais toi-même arrêter, puis non, j'en veux pas, puis etc. D'accord? La voie du juste milieu, elle est psychologique. Bon, ok, c'est vrai, juste une, problème est grave. Ça, c'est la voie du juste milieu. Il est où le juste milieu? Quand est-ce que vous exagérez? Moi, j'en prends qu'un paquet par semaine, fait que franchement, j'exagère pas. Tu sais, le gars qui exagère, qui en prend un par jour, je comprends. L'autre, moi, j'en prends qu'une par semaine. Le gars qui exagère, qui en prend un paquet par semaine, lui, exagère, tu sais. Alors, moi, j'en prends une par mois. Le gars qui en prend une par jour exagère, mais moi, j'exagère pas. C'est où la voie du juste milieu? Ben, tout le monde a sa voie du juste milieu, puis qu'à un moment donné, le concept du juste milieu change, la personne est culpabilisée. Ou la personne est extrêmement contente. Bon. Non. L'énergie mentale n'a pas de juste milieu, c'est bon ou c'est mauvais. Le guide spirituel, c'est quelque chose qui peut être bon pendant un certain laps de temps. Tout ce qui est, je le répète souvent, tout ce qui est bon devient mauvais, tout ce qui est yavique devient satanique. Une chose est bonne parce qu'elle vous monte là. Elle ne peut pas vous monter plus haut. L'ascenseur qui vous monte jusqu'au 9e et qui ne va pas au 12e est bon, si vous êtes en bas. Rendu au 9e, ben restez pas dedans, il est plus bon, il est satanique. Le mieux qui peut vous arriver, c'est qu'il redescende en chercher l'autre. Il vous redescend en bas. Là, vous pensez d'arriver, vous sortez. Bon. Si vous prenez l'ascenseur qui va jusqu'au 9e, vous débarquez du 9e, la religion qui vous a amené là, la philosophie qui vous a amené là, n'est pas mauvaise. Elle est mauvaise pour vous. Vous changez, vous prenez l'autre ascenseur qui du 9e va au 12e, puis vous continuez. Du 12e, vous sortez, c'est la même chose. Tout ce qui est yavique devient satanique. Le guide spirituel, c'est la même chose. L'individu qui est avec un guide spirituel et qui meurt avec le même guide spirituel, il est monté au 9e, puis il est descendu souvent au premier, puis il est remonté, puis il est redescendu souvent en tabarouette. Une personne qui fait des cauchemars et qui se réveille en criant, c'est sûrement des attaques psychiques de l'astral inférieur. D'où provient la cause? Bon, c'est une attaque, disons, que je ne cataloguerai pas comme attaque psychique, en ce sens que ça ne devient pas une chose dangereuse. C'est pas tout à fait une attaque. L'individu a un phénomène vibratoire et une habitude astrale. Donc, dans son schéma mémoriel astral, et c'est un rêve, c'est un voyage astral, une extra-conscientisation astrale pour être plus précis, parce que le voyage, ça n'existe pas dans l'astral, étant donné qu'on n'a pas de corps, on n'a qu'une conscience. Ce qui arrive simplement, c'est que l'individu, dans son sommeil, son taux vibratoire descend, soit par son rythme de vie, sa fatigue physique qui puise dans l'astral des vibrations pour se régénérer,
Donc, elle a un rabaissement de vibration astrale, soit par sa nourriture, soit par ses pensées avant, soit par un paquet de phénomènes, disons, qui pourraient être très longs à élucider. L'individu se place dans un niveau de l'astral où, lorsqu'il est extra-conscientisé, lorsqu'il s'endort, il s'en va se promener dans les bas niveaux de l'astral, le niveau de l'astral matériel. Alors, automatiquement, l'individu vit un cauchemar. L'individu peut apprendre par différentes techniques, avant de dormir, à hausser son taux vibratoire, soit en faisant brûler de l'encens dans sa chambre. Soit dit en passant, l'encens est aussi mauvais pour la santé que la cigarette, sauf que ça peut être bon pour un certain moment donné, parce qu'il augmente le taux vibratoire, mais c'est de la fumée qu'on respire dans les poumons. Je vous dis ça juste comme ça en passant. On a 20 ici, achetez-en pareil. Mais donnez-le en cadeau. Alors, l'individu peut augmenter son taux vibratoire en mangeant certaines choses, en prenant des douches d'eau chaude. Il y a plusieurs choses qu'elle peut trouver. Comme elle peut finir par, apprendre certaines techniques qui vont lui permettre, dans son sommeil, d'aller dans un cauchemar, de regarder le cauchemar, tout ce qui est cauchemardesque, puis de décider que c'est pas là qu'elle veut s'en aller, ce qui fait qu'elle a détruit tout le cauchemar. Le gros monstre devient plus gros qu'elle, le monstre grossit, elle devient encore plus gros qu'elle, puis elle le bousille, puis bon, Superman vient l'aider. Elle transforme son rêve comme elle veut, jusqu'à temps que le rêve peut être un cauchemar. Alors l'individu, puis évidemment, ça veut juste régler le problème du cri, elle avait qu'à te coucher en ce matin baillon, mais c'est sans doute pas ça qui est la question. Alors l'idée, c'est surtout de bien comprendre que l'individu qui fait un cauchemar, c'est un individu qui a un niveau astral bas lorsqu'il s'endort, et au lieu d'aller dans des plans astrales hauts, il va se promener dans des plans de l'astral bas. Les plans de l'astral bas sont générés par des entités astrales qui sont en train de mourir, c'est-à-dire des restes d'individus qui sont morts, qui sont en train d'être digérés par le plan planétaire. Ils sont peuplés de toutes les formes pensées qui sont créées lors de viols, lors d'assassinats, lors de mortalité violente, lors de tout ce qui est émis par des enfants battus, par un tremblement de terre, la terre a peur, par des animaux, enfin bref, par des alcooliques, par des drogués, par un paquet de phénomènes qui mémorisent dans l'astral, donc qui t'a peur, tu émets une vibration qui est très basse, qui est beaucoup plus matérielle, qui est plus dense, et le bas astral est fabriqué de toutes ces choses-là. Et puis j'en passe encore, parce que si on regarde simplement les personnes qui puisent pour écrire des livres d'horreur ou des films d'horreur, puisent simplement dans l'astral bas. Et cet astral bas-là, une fois qu'elle est écrite en livre, elle est lue, ou alors une fois qu'elle est mise en pellicule, ben elle nourrit l'astral bas. Hein, évidemment. L'astral se nourrit tout seul. Alors l'individu est en vibration, il s'en va là. Il a un peu peur, sa vibration descend. Il a plus peur, sa vibration descend, parce que plus on a peur, plus on abaisse notre taux vibratoire, et l'individu finit par descendre dans un cercle vicieux de plus en plus bas, jusqu'à temps que son entité physique finisse par embarquer dans le voyage astral, parce qu'un voyage astral, ça se commence en rêvant ou en imaginant quelque chose lorsque vous êtes réveillé, et le corps n'y participe pas. Le voyage astral, les yeux ouverts, quand vous voyez quelque chose, c'est un voyage astral que vous appelez réalité, mais qui est aussi faux que le voyage astral psychologique mémoriel. Et dans un voyage astral, un sommeil, d'ailleurs on en a parlé longtemps lors de la conférence Le voyage astral, vous allez diminuer votre taux vibratoire parce que vous avez peur, et plus vous allez vous enfoncer, il vient un moment donné où ce que le corps physique finit par être amené. C'est-à-dire que votre conscience, votre état de conscience qui quitte le corps physique pour aller se reposer dans l'astral, l'état de conscience astral, plus elle se conscientise dans son voyage, plus elle quitte le corps physique. Et il vient un temps où elle est tellement conscientisée qu'elle fait réagir le corps vital de l'homme, qui fera réagir le corps physique exactement comme lorsque vous êtes réveillé. Si présentement vous voyez une grosse main ou encore vous verrez le plafond de la salle ici descendre lentement sur vous, ça vous ferait peur. Le corps physique réagirait par un paquet de phénomènes que vous connaissez bien, accélération du cœur, transpiration, etc., etc., etc. Et vous crieriez sans doute peut-être plusieurs. Dans un rêve, si votre conscience, et plus l'être humain a peur, plus il densifie son astral, parce qu'il descend en vibration, et plus il densifie son astral, plus il densifie sa conscience, donc plus il devient conscient de son voyage, ce qui fait qu'il ne peut plus discerner s'il est là avec son corps ou sans son corps. Parce que le corps réagit. Et des individus peuvent faire une crise de cœur en pleine nuit, parce que dans un voyage astral, ils ont eu quelque chose qui a été trop fort au niveau psychologique, et ça l'a tué le corps, comme ça peut arriver une fois réveillé.
Alors, à un moment donné, le corps se met à réagir, l'individu a de plus en plus peur parce qu'il sent son corps réagir, et il vient un temps où le corps, pour éviter d'aller trop loin, se réveille, l'individu se réveille en criant. Se pratiquer à transformer ces rêves-là, ça s'apprend. Pas en écoutant une conférence, mais ça s'apprend. Et essayer de trouver des techniques qui augmentent notre taux vibratoire avant de dormir. Ça s'apprend aussi. On a parlé d'attaque psychique. Peut-être que ça prendrait un autre nom, là, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'énergie qui peuvent être comme infusées sous forme de programmation mentale et qui seraient une autre forme d'attaque, mais pas psychique, là, si tu veux, ou... C'est-à-dire que les attaques de l'astral, on appelle ça une manipulation. C'est un mot plus doux, mais qui est terrible. L'attaque psychique, ce que j'entends par attaque psychique, c'est lorsque toute ta psyché, tout l'être humain tel qu'il était, n'est plus ce qu'il était. Alors là, il y a réellement une attaque dans la psyché de l'homme complet. Et non pas une attaque d'une parcelle de l'astral extérieur dans une parcelle de l'homme. L'attaque psychique, toute la psychologie de l'homme est sans dessus-dessous. Alors si tu regardes toutes les formes de manipulation imbéciles, comme par exemple lors des guerres, ce n'est pas parce que un meurtre est commis par tout le monde qu'il n'est plus un meurtre. Mais tu as une manipulation sociétaire qui te dit qu'en temps de guerre, tu peux te permettre des choses qu'en temps de paix, tu ne peux pas. Et ta conscience est claire. Alors là, il y a manipulation de l'extérieur. Il y a donc ce que tu appelles une espèce d'attaque dans ta conscience, parce que ta conscience te dit que tuer, ce n'est pas bon, ou ton intelligence te dit que c'est évident, que c'est absurde, sauf si j'ai faim, évidemment, puis j'ai rien d'autre à me mettre sous la dent, là, parce qu'il faut être intelligent. Bon. Mais disons que ta conscience te dit que tuer, c'est mauvais. Mais il suffit simplement d'un changement d'événement dans la société pour que tuer devienne bon. Qui ici voudrait tuer quelqu'un et trouverait ça bon? Combien, lorsque Maurice Vian a été retrouvé, aurait pu tuer l'assassin? Et combien pourrait tuer celui qui tuerait ses enfants ou sa femme ou son mari? Il y en a qui vont dire, même là, parfait. T'as un revolver, tu rentres chez vous, t'as un revolver, tu t'es apparu dedans ta main, là. Tu rentres chez vous, il est armé, il est prêt, puis le chien même tiré. Après 5 avoir un petit stress, ça détendre, puis ça part. Tu rentres chez vous, il y a un gars qui est en train d'éventrer tes enfants ou ta femme, là. Tu tues ou tu tues pas? Bon, alors, il y a des événements. Ta conscience, elle est pure, elle est quelque chose. Un événement change, une parole vient, et ta conscience, à ton insu, est transformée, et ce que tu ne ferais pas, tu peux le faire. Alors, disons que c'est pas des attaques psychiques, c'est une manipulation. On appelle ça manipulation, mais comme je dis, c'est extrêmement dangereux pareil. L'individu va quand même faire un acte qui peut aller jusqu'à tuer, ou jusqu'à bien d'autres choses, mais ce n'est pas une attaque psychique en ce sens que l'individu, immédiatement après, regrette son acte. C'est pas un meurtre prémédité, et c'est pas une action préméditée, c'est une action intempestive, mais d'une manipulation conventionnelle ou normale de l'astral. Elle est aussi dangereuse dans l'action même, mais ça n'a aucun rapport avec l'évolution et ça ne s'étirera pas dans le temps. L'individu ne deviendra pas une intelligence du mal. L'attaque psychique peut t'amener là. Mais l'individu qui est manipulé normalement ne réfléchira pas à faire le mal. L'événement ou quelque chose fait qu'à un moment donné, là, c'est plus pareil, là. Parce que si tu regardes simplement, tu peux pas regarder parce que tu n'as pas encore la faculté d'y aller, mais à un moment donné, ça va venir. Tout ce qui peut être vécu dans les pays en guerre et les pays en famine et les pays où que les dirigeants se foutent royalement de la population, étant donné que d'autres pays viennent aider la population, ils n'ont rien à faire pour les aider, ces dirigeants-là, ils en massacrent du monde régulièrement. Et eux autres ont des soldats. Ils ont du monde, du peuple. Toi, t'es tout nu dans la rue, je te prends, je te fais soldat. Je te vêtis, je te nourris, je t'habille, je te donne une arme, je te donne un entraînement, t'es bien, t'es respecté. C'est important le respect. C'est important pour tout, là, mais je veux dire, c'est important pour l'homme. Et puis là, tu vas aller faire aux autres ce que tu maudissais quand on te le faisait. Mais c'est plus pareil, parce que là, tu as compris pourquoi il fallait que tu le fasses. Parce qu'on t'a fait comprendre pourquoi on t'a compté les pipes, mais tu les crois. Ta conscience, elle est manipulable facilement, et ça, c'est, disons, l'apanage de la collectivité humaine. L'attaque psychique vient surtout lorsque l'individu se révolte, parce que l'individu vient de comprendre.
Et au lieu de servir de son énergie de compréhension pour continuer à faire de quoi ou pour se transformer, il s'en sert pour essayer de transformer l'extérieur. C'est là le problème. C'est comme s'il y a une concentration dans le temps. Il y a une... Ce que ça te prendrait bien du temps, le temps est accéléré pour que le choc, l'impression soit assez forte, que tu le comprennes en un instant quasiment. Donc, c'est une tentative imparfaite d'actualisation. Exactement. Et au lieu d'avoir plusieurs, mettons, 1000 manipulations qui manipulent 1000 individus, toi, tu es prêt, les 1000 manipulations vont se grouper, ils vont venir sur toi. Là, tu subis une attaque psychique. Et comment être un individu qui est prêt à ça? Ben, c'est ce que j'ai expliqué ce soir, justement. Et l'individu ne peut pas s'y en attendre. Quand est-ce que vous allez tuer quelqu'un, le savez-vous? Mais il n'y a rien qui vous dit que vous ne le ferez pas. Puis quand est-ce que vous allez prendre un oiseau puis l'écraser qu'une brique? Fouillez dans votre jeunesse combien de choses dans le genre vous avez déjà faites. Puis ça reste vous autres. Quand l'individu ne le sait pas. Mais si l'individu s'observe continuellement, si l'événement arrive pour le frapper, l'individu s'observe, il ne pourra pas agir. Il ne sera pas assujetti à une attaque psychique. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, paf, l'individu est complètement fou. 1 sur 1000 que je dis. Pas vrai, mais disons. Jusqu'à quand, je veux dire, une question pas claire, qu'est-ce qui fait là, que karmiquement, je veux dire, quelqu'un peut être testé dans un incident aussi fort que ça? Vois-tu, le karma dépend surtout, 90% de ton karma, c'est le karma relatif, celui que tu t'imposes toi-même. Alors, ça répond à ta question. Quelles sont les lois karmiques qui fait que tu arrives là? Ben oui, mais c'est toi qui te l'imposes, ton karma. Puis c'est justement toi qui émets les vibrations qui attirent l'égrégore. Puis c'est toi qui vas payer ce que toi tu décides que tu payes, inconsciemment ou non. Tu fais un vol carabiné, puis tu te sens un petit peu coupable. Ben, tu as déjà ton karma relatif avec toi. Puis tu vis dans une société où le vol est réprimé, tu voles pareil. Tu connais les lois de la place. Si tu vas à Rome, tu vis à la romaine. Tu connais aussi ce qui va se passer. Tu n'as pas le choix. Alors, qu'est-ce qui, karmiquement, vient décider ce que tu as à faire? C'est toi-même. Ton karma, il est relatif. Toutes les fois que tu culpabilises, tu payes ton karma. Toutes les fois que tu fais quelque chose qui est inintelligent, tu payes ton karma. Je l'ai expliqué souvent. Prends un char, rentre dans les murs avec, ben, tu vas payer un karma de char qui rentre dans les murs. C'est ça, la loi du karma. Tu connais les règlements, prends un char, rentre pas dans le mur, ben, tu payeras pas la loi du mur. Roule vite quand c'est glissant. Ben, s'il arrive de quoi? C'est ton karma à toi. C'est pas que des forces particulières qui t'ont manipulé à peser sur le gaz, puis ta. C'est sûr qu'il y a des phénomènes psychologiques en toi qui te font bouger, mais c'est pas un karma que tu as à payer. Mais c'est parce que tu as douté que tu as à le vivre par expérience. Oui, mais c'est toi-même qui t'imposes toujours les choses. Tu décides que tu roules vite, puis tu n'as pas de pneus d'hiver, ou toutes les... Regardez simplement toutes les fois qu'il vous arrive quelque chose dans votre vie, puis cherchez comme il faut, vous allez voir que si vous auriez été mental, vous l'auriez évité. Donc, c'est vous-même qui décidez de votre karma. C'est pas le karma qui décide de vous. Quelle que soit la chose, tes enfants morts dans un incendie, t'avais-tu un détecteur de fumée en marche? T'avais-tu prévu quelque chose dans le genre, mentalement? Tu viens pour ouvrir une porte, la porte s'ouvre, tu te casses un poignet ou tu te fais mal. Ben oui, mais t'avais-tu prévu qu'on ouvrirait la porte? Tu places-tu ta main dans la poignée, de façon ça te cause rien. Tu rentres dans un autobus, tu t'accotes les pieds n'importe comment. L'autobus, ça freine, tu te casses une cheville. Mais t'as-tu regardé comment tu plaçais tes pieds au cas que ça arriverait? Puis c'est pas long réfléchir de même. Mais c'est du karma. Ça va bien. Crime, ma mère est morte, c'est mon karma. Ta mère est morte, c'est pas ton karma, c'est parce que le corps humain, il meurt à un moment donné. Tu veux que ce soit ton karma, ça va l'être. C'est juste des choses comme ça. Tu ouvres une boîte de conserve, tu manges, tu attrapes le botulisme. Elle était gonflée, hein? Ça fait 30, 40 ans, là, que ça arrive plus, qu'on ne l'enseigne plus dans les écoles, tout le monde le sait. Tu aurais pu la sentir avant, la goûter avant, mais non. Si t'es mental le moindrement, si tu te sers un peu de ta faculté mentale, tu élimines 90% de ton karma. L'autre 10% de ton karma, il peut être muté en leçon. Donc, tu apprends. Fait qu'encore là, tu joues avec eux autres, hein? Ou tu subis. Là encore, dans les pièges du karma, on en a parlé, là. Je ne vais pas trop revenir dessus. Donc, plus tu te donnes une grande coordination musculaire à ton corps, tu donnes des chances, finalement. Plus tu pratiques ton corps à ce qu'il soit contrôlé par ton mental, comme tu dis, plus tu as une coordination musculaire, plus tu as des bons réflexes,
Puis tu as la faculté de voir mentalement. Tu rentres dans une salle, puis tu vérifies, j'explique souvent, tu vérifies s'il y a des systèmes s'il y a des extincteurs, où sont les sorties de secours, de quelle manière tu vas te placer s'il arrive telle chose. Tu y vas mentalement. Puis ton karma, où c'est qu'il va aller ton karma? Où est-ce qu'il peut arriver ton karma? Il ne peut pas en avoir énormément. Alors, ce qui fait que c'est le karma relatif qui t'amène à être sujet à des attaques psychiques, qui t'amène à souffrir tout ce que tu as à souffrir, bien plus que le karma lui-même. Le karma est toujours divisé sur la collectivité. Un meurtre à Montréal, tu vas avoir à le payer, ça fait partie du 10% de ton karma. Tu vis à Montréal, tu vas subir le karma de Montréal. Tu déménages en campagne, ben là, tu te lèves du karma de Montréal. Si une bombe nucléaire tombe à Montréal, tu ne seras pas là pour en mourir. Si un jour tu te fais violer à Montréal, puis si tu restes en campagne, ben tu ne seras pas là pour en subir les effets. Tu veux rester dans un endroit karmiquement noir, tu vas subir le karma qui est là. Mais ça, c'est le 10% du karma que tu as payé dans ta vie. Tout le reste, le 90% qui fait partie du karma différé, du karma relatif, du karma, ce que tu voudras, il y a un crime de paquet, c'est simplement des karmas que tu t'obliges toi-même et que tu vas payer et qui peuvent t'amener au suicide, à les attaques psychiques, comme à l'évolution. Tu transmets tes karmas-là. Karma, c'est une méconnaissance des lois de l'homme, puis l'homme a appelé ça une loi.